Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ouais, cool, merci pour la personne qui a pris le temps de répondre. Ça fait plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler un peu de recrutement. Il n'y aura pas de ligne de code sur cet écran. Je suis désolé. Si vous voulez vous enfuir, c'est maintenant. Je suis avec mon copain Henri et on va vous prendre 45 minutes pour taper la discute avec vous et parler de recrutement. C'est un des talks qui est peut-être le plus important de votre carrière. Je parle de carrière. Vous verrez pourquoi. Petit sommaire, Henri? Allez, faisons connaissance. Donc un petit sommaire, on va faire d'abord connaissance, on va parler des origines de ce talk, on va parler des différentes étapes que vous avez dans un processus de recrutement, et puis un petit takeaway, donc c'est votre petit doggy bag pour partir après avec plein de bonnes idées. Je me permets de commencer. Donc moi c'est Guillaume Mathieu. Guillaume c'est mon prénom. Je sais, atteindre de double prénom c'est parfois compliqué. Je suis delivery manager chez Whiskel, une petite société de service, on est 70. Bref. Ça fait 18 ans à peu près que je bosse avec des développeurs, des SRE, des gens qui font du produit. J'ai eu la chance, et c'est cool parce que aujourd'hui c'est un peu mon retour aux sources, de bosser pour une petite boîte que vous connaissez peut-être qui s'appelle Michelin. Pendant 10 ans où j'ai bossé avec les équipes à Boulogne sur les produits numériques. Et donc ça m'a fait très plaisir de revoir le plus grand pneu du monde tout à l'heure devant l'aventure Michelin. En termes de taf aujourd'hui, donc moi je fais plutôt de la gestion de projet, qu'elle soit tradie, agile, autre. J'aime bien l'agilité, j'aime bien les gens. J'ai eu la chance l'année dernière, entre autres, de piloter l'activité de recrutement de Whiskel. Ça fait une quinzaine d'années que je suis de l'autre côté du bureau pour faire passer des entretiens, donc je commence à avoir 2-3 entretiens à mon actif. Et c'est pour ça qu'on va vous parler de recrutement aujourd'hui. Et toi Henri, qui es-tu? Qui suis-je? Alors moi je travaille aussi chez Whiskel, je suis advisor. Donc 36, 37 ans, je sais pas, ça change tous les ans. Dans l'IT, j'ai fait les 2 tiers de ma carrière côté dev, en m'arrêtant en Java, mais avant j'ai fait des trucs bien plus obscurs. Après je suis passé côté opération, comme on dit, du côté sombre de la force, avec beaucoup de CI/CD entre les deux. Moi les domaines que j'aime c'est l'automation, l'ingénierie logicielle, la CI/CD. Les sujets d'observabilité, le responsable est dans cette salle, il se reconnaîtra. Le SRE, l'IoT, il y a un autre responsable qui se connaîtra. Et j'ai aussi mon petit credo, c'est le pourquoi avant le comment. Les origines. Les origines de ce talk. Déjà un petit disclaimer, ce talk il est pour une personne qui n'était pas là à Devox, mais qui est là à Devox France, je l'avais fait notamment pour lui, mais qui est dans cette salle aujourd'hui, qui souhaite rester anonyme. Donc j'ai une petite pensée pour lui, Julien. Je n'ai pas donné le nom, ça marche. Ce talk, c'est quoi? C'est tout parti d'une rencontre. Donc je venais d'arriver chez Whiskel. Chez Whiskel, on a un lieu de discussion foisonnant, qui s'appelle le Corner, donc c'est une brasserie, hein, sans surprise. Et on s'arrête pour boire un canon avec les collègues. Et puis il y avait ce monsieur en face de moi. Puis comme ça, un sujet en emmenant un autre, j'ai dit, moi j'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis des années. J'aimerais bien parler et aider les gens, notamment dans le domaine de l'IT, à poser les bonnes questions pour se recruter. Pourquoi? Parce que si vous regardez mon LinkedIn, vous verrez que j'ai un peu changé d'entreprise de temps en temps. C'est pas que je sois instable, mais c'est que des fois on vient dans une entreprise pour des raisons, et sans surprise, on part pour exactement les mêmes raisons. Une promesse qui n'est pas atteinte, donc on s'en va, enfin si on est cohérent. Et du coup, j'ai dû me fader un certain nombre d'entretiens. Le plus drôle, c'est que certaines fois, je faisais les entretiens à 5 heures en tant que responsable d'équipe pour recruter des gens, et à 6 heures, je faisais l'entretien comme candidat pour aller. Donc j'étais des deux côtés de la barrière en l'espace de... Je sortais d'un talk où j'étais le recruteur pour aller dans un talk, enfin dans un interview où j'étais le candidat. Donc j'ai appris plein de choses là-dedans, des candidats qui m'ont posé des questions. Certaines n'étaient vraiment pas faciles à répondre. Et du coup, c'est tout ce qui a nourri ce sujet-là. Globalement, dans un processus de recrutement, vous allez être confronté à différentes étapes. Je ne vais pas vous faire l'affront de rentrer dans le détail de toutes. Néanmoins, globalement, vous allez avoir une première étape qu'on va appeler le screening, généralement. Vous allez avoir un chargé de recrutement au téléphone qui va taper la discute avec vous et qui va essayer d'en apprendre un peu plus sur vous. Vous allez avoir une évaluation des compétences, alors généralement un peu de hard, un peu de soft. C'est aussi pour ça que je vous ai mis des petites définitions tout en bas, parce qu'on va pas mal en parler.
C'est très important de pouvoir évaluer à la fois les hard skills, mais aussi tout ce qui va être soft, et de plus en plus. Et généralement, vous avez un boss de fin de niveau qui fait un entretien final et qui décide si ça passe ou ça passe pas. Ces différentes phases, elles ont des objectifs qui sont différents et qui sont justement censés être complémentaires pour pouvoir avoir une vision d'ensemble qui est cool. Au niveau du screening, ça va être de valider l'adéquation globale du profil du candidat avec le poste qui est proposé dans l'entreprise, être capable d'identifier au plus vite justement les red flags. L'idée, c'est de ne pas perdre de temps ni pour le candidat ni pour l'entreprise. Et puis surtout, vu que c'est les premiers échanges, donner envie de continuer le process. Au niveau de l'évaluation des compétences, on va évaluer la maîtrise technique sur les compétences clés qu'on imagine pour le poste. On va observer aussi des éléments plus orientés méthodo, de logique, de capacité de raisonnement, valider des éléments de posture. Je vous le disais tout à l'heure, on est dans une boîte de conseil, c'est des éléments qui sont aussi importants. Et aussi, je vous le disais, les hard skills c'est important, mais les soft aussi, et dès le démarrage et dès les premiers échanges que vous allez avoir avec les interlocuteurs. On va identifier aussi potentiellement, si dans certains cas ça existe, des écarts entre ce qui est marqué sur le CV et ce qui est vraiment de l'ordre des compétences du candidat. Ça ne m'est à titre personnel jamais arrivé d'être confronté à un candidat qui montait sur son CV. Mais aussi on va essayer de projeter le candidat sur les futures missions de l'entreprise. Et enfin, l'entretien final, on va valider l'adéquation globale et on va parler aussi de culture d'entreprise. C'est aussi l'occasion de pouvoir challenger le candidat sur tous ces éléments-là, de voir aussi le process, comment ça s'est passé, donner de la visibilité aussi sur la vision, sur la strate, sur l'organisation. C'est des éléments qui sont normalement échangés à ce moment-là. Vous parlerez aussi de rémunération, ça fait partie des trucs cool. L'idée dans tous les cas et dans chacune des phases du process que vous allez rencontrer, c'est que on va créer un moment de décision réciproque. Je le disais tout à l'heure sur la première partie sur le screening, il faut donner envie au candidat de pouvoir continuer et c'est une décision qui va dans les deux sens. C'est pour ça que c'est aussi important de pouvoir arriver avec un set de questions qui vont à la fois montrer votre intérêt, mais qui vont aussi vous permettre d'avoir des informations pour pouvoir prendre des décisions. Ce qui est cool, c'est que dans ce process, vous allez être confronté à différents interlocuteurs qui ont l'air vachement souriants. Un chargé de recrutement, peut-être parfois des binômes sur les entretiens tech, et un mec avec... Le boss de fin de niveau. Ouais, j'aime bien en fait cette superbe veste. Et c'est pas du tout une photo contractuelle, parce que parfois vous vous retrouvez avec un mec comme moi en face. Je vous laisse imaginer que c'est pas exactement la même tambouille, mais je trouvais qu'il matchait bien. On va s'intéresser au screening dans un premier temps. Il y a un contenu type, et donc il faut que vous soyez prêt en tant que candidat, être capable à répondre à ces différentes questions. Il y aura une introduction rapide. On va vous demander quelles sont vos motivations, revoir le parcours professionnel, faire la liste des compétences essentielles pour le poste, qui sont bien sûr uniques pour ce job incroyable pour lequel vous postulez, parler de disponibilité, de contraintes, déjà commencer s'il y a des grilles de salaire à parler un peu de rémunération, ce qui en tant que candidat peut vous faire aussi directement arrêter un process si vous voyez que vous n'êtes pas dans la grille, ou en tout cas que vos attentes ne sont pas dans les grilles qui sont proposées. Vous allez avoir une présentation rapide de l'entreprise, et généralement, c'est là que le chargé de recrutement va vous dire « Et vous, est-ce que vous avez des questions ?» C'est le moment où il faut saisir la balle au bon. Et il y a plusieurs types de questions que vous pouvez poser. Typiquement, quelque chose qui est cool, c'est de se poser des questions sur l'histoire de l'entreprise. C'est quoi la jeunesse de la société ? Justement, c'est quoi le parcours des fondateurs ? Si, dès le démarrage, on commence à bégayer sur la partie culture d'entreprise, ou s'il y a peu d'informations sur qui sont les fondateurs, s'il n'y a pas vraiment le triptyque de compétences nécessaires pour lead d'une société, peut-être qu'il faut vous poser des questions sur est-ce que vous avez vraiment envie de rentrer dans cette structure-là. Pour une entreprise qui est déjà installée, c'est quoi la santé financière de l'entreprise ? Est-ce que le ratio entre tout ce qui va être revenu-charge, est-ce qu'il est supérieur à 1 ?
c'est une manière de le formuler de manière un peu bourrine. Vous pouvez vous arrêter à la première partie de la question. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant derrière, c'est de pouvoir parler de l'équilibre financier de la boîte. Si l'entreprise perd de l'argent, à un moment, il y a un moment où l'entreprise va être en banqueroute. Si elle est à risque, votre futur dans cette entreprise peut l'être également. Donc c'est pas sale de poser ces questions. Dans une start-up, dans une scale-up, est-ce que, là encore, parler de finances, les réponses, par contre, qu'on va vous apporter, vont pas avoir le même impact? En gros, si on vous dit oui, c'est que la zone dangereuse, elle est passée. Si on vous dit non, c'est quand la date de péremption? Quand est-ce qu'on va avoir des problèmes de cash? Et vous prenez vos décisions en connaissance de cause. Selon les moments de votre vie, vous pouvez être amené à prendre plus de risques qu'à certains autres moments. Et là encore, se poser les questions, c'est intéressant. La date de mort. Le terme, la question à poser, c'est, dans ce cas-là, c'est avez-vous la date de mort? La date de mort, c'est la vitesse à laquelle l'entreprise arrête de vivre une fois qu'elle a cramé tout le cash qu'elle a mis en banque. C'est une question rude, mais utile. Oui, c'est sûr. Le wording peut faire un peu peur. Mais c'est le terme. Oui, j'entends. Gestion des collaborateurs et tout ce qui est attrition, typiquement, combien il y a de personnes en poste à ce jour? Ça, généralement, c'est une question que vous pouvez poser. La sous-question qui est juste en dessous, à savoir c'est quoi le dernier numéro de matricule, ça va vous permettre de faire un calcul mathématique incroyable en fonction du nombre d'années de la boîte, le numéro de matricule, le nombre de personnes qui sont passées. Ça vous permet de savoir comment ça se passe en termes de turnover. Si le turnover il est plus important que la moyenne du marché sur ce domaine d'activité, c'est peut-être qu'il y a des sujets ou des questions à se poser. Comme le disait Henri en introduction, si les gens partent à un moment d'une entreprise, et le but c'est pas de les attacher au radiateur, mais par contre comprendre pourquoi est-ce qu'ils partent, parce que les raisons de leur départ, ça peut potentiellement être les raisons de votre départ plus tard. Modalité de travail, ça fait quelques temps qu'on parle de télétravail, il y a beaucoup en plus de sociétés qui demandent un retour au présentiel aujourd'hui. Ne pas hésiter, selon la modalité de contrat que vous avez, à poser ces bases de démarrage. Parce que là encore, ça peut avoir de l'impact sur votre organisation personnelle, sur le temps de trajet que vous allez avoir, sur la manière que vous allez avoir d'interagir aussi avec vos collègues. Si vous êtes en full télétravail ou si vous êtes parfois colocalisé, vous n'allez pas forcément faire la même chose au même moment, quoi. Les entretiens de compétences. Petit disclaimer sur ce que disait Guillaume juste avant, dans la partie screening. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il y a des réponses qu'on va vous faire à un certain moment de votre vie, ça passe. Il y a certains moments de votre vie, ça passe pas. Je prends un exemple très bête. Vous allez dans une start-up qui a un super projet, plein de technologies, vous avez envie d'apprendre, vous n'avez pas de risque financier. Par exemple, vous habitez chez vos parents. Vous pouvez prendre le risque d'aller dans une boîte qui va mourir dans 6 mois. Parce que pendant 6 mois, vous allez apprendre des choses. Si par contre, vous avez un enfant qui va arriver, vous avez un projet immobilier, vous rentrez dans une zone où vous avez besoin de stabilité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse dans la partie screening. C'est que chaque fois que vous aurez ces questions-là, il faudra les mettre à la lumière de vos attentes, du risque que vous êtes prêt à prendre par rapport à la situation. Le contenu typique des entretiens de compétences. La mise en situation, c'est un exercice qui est tout... Alors, il y a les fameux coding interviews. Alors là, on pourra en parler pendant des heures. Il y a des pros et des contre. On n'en parlera pas. Moi, je trouve que le coding interview, c'est bien, mais je préfère la mise en situation. Parce que quelqu'un peut être très bon en tant que codeur, mais un jour, face à un problème, il peut ne pas savoir comment répondre. Et de toute façon, maintenant, avec des assistants de code, pendant l'entretien, ce qui peut arriver, voire en mission, ça change tout. Il peut être un codeur moyen, mais si on sait quoi demander à l'assistant de code, il peut vous produire du code très cohérent. Donc je serai un peu moins attentif à ce sujet-là. Par contre, la mise en situation, oui, notamment sur des postes, que ce soit sur des postes où on est un peu en responsabilité, où il faut réagir vite. Je prends un exemple. Moi, une question que je posais à mes SRE, c'est le site de production est down, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui me disaient je vais chercher la route cause pendant 8 heures, ils ne faisaient pas un deuxième tour. Le site il est down, la priorité c'est de le remettre en marche. L'investigation, le post-mortem, on le fera plus tard. Mais c'est hyper important. Parce que pour moi, la priorité, c'est quand quelque chose tombait, c'est qu'il revienne à l'état de là.
On fait aussi, donc il y a la partie, après les compétences techniques. Si vous êtes développeur, si vous êtes SRE, on va beaucoup vous interroger sur des outils. Oui ou non. Moi, j'ai croisé des processus de recrutement où c'était pas du tout le cas. Par contre, on allait vous dire, tiens, tu as le choix entre Ansible et Terraform, tu fais quoi? En fait, ils veulent juste savoir si vous savez à quoi correspond chacun de ces outils. Vous me dites qu'on fait du cube. Finalement, je vois peut-être le Terraform pour créer le cluster, le Ansible, je vois pas à quoi il sert. Ça leur permet de savoir, grosso modo, dans le scope des outils, est-ce que vous savez à quel moment on prend un marteau, à quel moment on prend un tournevis? Hyper important. C'est un peu de la mise en situation, mais de la mise en situation technique. Les compétences comportementales, soft skills. Quelqu'un qui rentre dans votre équipe, c'est quelqu'un qui va l'aider ou qui va la vaporiser. Je le dis volontairement. Les soft skills, c'est ce qui fait que la vie en société, elle passe ou elle passe pas. Si vous avez quelqu'un d'hyper agressif qui rentre dans une équipe de gens très gentils, même si c'est le meilleur développeur du monde, le 10x ingénieur, vous ne le prenez pas. Il est super bon, mais il va vaporiser votre équipe. Donc il faut que vous alliez vérifier cette adéquation. Et vous, il faut aussi que vous demandiez, quand on va vous poser ces questions-là, il faut que vous essayiez de savoir les personnes avec qui vous allez travailler. Si vous dites, ah ouais, non, mais vous allez être dans une équipe très bienveillante, elle va dire oui à tout, et que vous êtes un peu dans la recherche de l'exigence, de dire donc, ils vont dire oui à tout, moi je suis toujours dans la recherche de la perfection, c'est peut-être moi qui vais récupérer les sujets compliqués. Posez aussi cette question-là. Il y a les questions du recruteur et les questions que vous devez vous poser. Les retours du candidat, c'est, comment dire, c'est des choses qui s'écoutent. Autrement dit, il y a beaucoup de choses que vous allez dire ou pas dire, ou même votre body language, il va être hyper important. Regardez dans certains sens. Si vous faites un entretien par Teams, faites-le debout. Même si vous avez beaucoup plus d'énergie, vous avez beaucoup plus de pression. Si vous êtes comme ça, assis sur votre chaise, même si vous êtes le meilleur au monde, on va se dire, ah, ça déclenche pas. Donc faites hyper attention à l'image que vous renvoyez de vous. Ça peut tenir à pas grand-chose. Et après, vous pouvez avoir des échanges complémentaires pour tel et tel sujet. Des fois, on va peut-être vous demander d'aller discuter avec des collatéraux. Autrement dit, les gens à qui vous allez travailler, vous êtes SRE, vous allez discuter avec des développeurs ou avec un PM. Il veut juste savoir si demain, quand il va travailler avec vous, comment ça se passe. Donc ça, c'est les questions qu'on va vous poser. Et après, il y a les questions, les vôtres, celles du candidat. Ça, c'est ma préférée. Pourquoi? Parce que ça m'est arrivé d'aller travailler dans des entreprises où il y avait peu de tech. On travaille dans l'IT, c'est important de savoir combien dans l'entreprise de personnes sont dans la tech. Quand je parle dans la tech, c'est les devs, ceux qui créent le produit, et les ops, ceux qui l'opèrent. Ça permet d'avoir un peu un ratio entre les gens qui produisent et qui opèrent la solution et ceux qui la designent et la commercialisent. Il y a aussi des trucs que j'aime bien demander, c'est le poids de la stack technique. Du genre, bonjour, je vais reprendre l'exemple d'un SRE, mais vous utilisez combien de langages de développement? 12. D'accord? Combien de frameworks? 24. À 2h du matin, les 12 langages, les 24 frameworks, c'est pour vous. Vous serez tout seul. C'est pas cool. Le gars qui vous fait ça, c'est pas un cadeau qu'il vous fait. Le gars qui vous dit on a 2 langages et puis on a 2 frameworks, je prends un exemple, on a du Golang et du Quarkus, ça va. En termes de capacité cognitive, ça va être simple. Si vous faites toute la pile de Node, toute la pile de PHP, du Python, du Ruby, du Java et compagnie, puis le Java, comme on n'est pas sûr, on fait un peu de Spring, on fait un peu de Quarkus, puis on fait du Tomcat Servlet à l'ancienne, à 2h du matin, ça va être compliqué. Surtout que vous ne savez pas. Le problème de l'incident, c'est qu'il ne vous dit pas, il ne vous appelle pas avant en disant révise, on va avoir un problème avec une Tomcat Servlet, avec un code à l'ancien Legacy qui date de 2002, qui est une belle application de kangourou pour paraphraser quelqu'un dans cette salle. Donc du coup, c'est hyper important aussi de savoir dans quoi vous allez mettre les pieds. C'est pareil, à un moment de votre carrière, ça va vous faire plaisir d'aller dans un endroit où il y a une stack large parce que vous allez apprendre des choses. Il y a un moment de votre carrière, tous, vous allez vous dire j'aimerais avoir un peu de stabilité, j'aimerais travailler, au lieu de travailler sur un panel large, quelque part de papillonner, je voudrais me spécialiser, prendre de l'expertise sur peu de sujets. Hyper important. Donc on a ces trucs-là, les technologies back et front, parce que là j'ai parlé de technologie, mais combien de technologies en termes de back, en termes de front, en termes de dev,
Pareil, vous êtes développeur et qu'on vous dit, écoute, tu sais faire du Java, super, il faudra donner un coup de main en Golang, il faudra aller faire un peu de PHP, tu es développeur, tu sais tout faire, c'est connu. Puis tiens, tu verras, on avait commencé un super projet en Angular, puis après on est passé sur React. Par contre, il va falloir maintenir le truc Angular. Votre charge cognitive va être énorme. Et il y a des moments dans votre vie, vous aurez envie de passer d'une technologie à l'autre. Il y a des moments où dire non, moi Angular, j'aime pas. Bon, c'est des raisons. J'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire du React, j'ai pas envie de me fader la maintenance du produit de quelqu'un qui est parti entre temps. Hyper important. Et un des trucs que j'aime bien rajouter là-dedans, c'est l'exercice, on va dire, du nettoyage, on va dire, du housekeeping. C'est sur les dernières années, là, les 2 dernières années, combien vous en avez ajouté, combien vous en avez supprimé. Est-ce qu'on a fait l'effort de faire du housekeeping, de nettoyer, de se dire on va commencer à dégraisser le mammouth? Ou est-ce que c'est chaque année on rajoute 2 technologies, puis l'année prochaine on en aura 2, puis 2, puis 2, et vous savez que finalement ça va être en termes de charge à opérer, comme développeur ou comme ops, ça va être impossible. Donc c'est hyper important. S'il y a cet effort de sanitisation qui est fait en disant quand on rajoute quelque chose, on en enlève un peu, vous savez que la charge elle devrait être constante. Hyper important. Ah oui, celui-là c'est mon préféré, de loin, pour des raisons évidentes si vous regardez mon CV. Typiquement, on vous dit que vous avez une des plus grosses bases PostgreSQL d'Europe. Et combien il y a de DBA? Il n'y en a pas. Riez pas, ça arrive. Et ça arrive plus souvent qu'on le croit. Les DBA, c'est une espèce qui a disparu entre le Diplodocus et le DevOps Opus. À peu près à ce moment-là, il a disparu, on n'en trouve plus trace. Les bases, elles sont beaucoup plus grandes que les bases qu'il y avait avant, et il n'y a plus personne qui a ce regard de poids de la donnée. Je parlais avec un collègue tout à l'heure qui me disait qu'il y avait des gars chez eux qui avaient des problèmes, des requêtes plus de 100 secondes coupées par coup de flair. 100 secondes de temps de traitement dans une requête SQL, 100 secondes sur des machines. Vous imaginez le nombre de CPU, vous imaginez l'empreinte CO2 de ce truc-là? C'est la réalité. Si on vous dit que vous allez travailler sur les plus grosses bases, par exemple d'Europe ou de France, et qu'il n'y a pas de DBA, si vous êtes joueur, allez-y. Si vous voulez travailler sur de la qualité, peut-être n'y allez pas. C'est pas une critique, c'est que si vous avez envie d'apprendre, allez-y, vous allez apprendre plein de choses, surtout le samedi à 2h du matin. Sinon, n'y allez pas. Pareil, on vous parle d'environnement, tiens, on va faire donc là on parlait de la data, on va parler de Kubernetes. Ouais, on est massivement Kubernetes cool. C'est qui m'accompagne là-dedans? Les gars qui sont là, ils ont des certifications, ils ont un peu travaillé le sujet. Il y a des gens qui sont spécialisés en administration de ClusterCube, il y a des gens qui ont de la spécialisation en sécurité de ClusterCube. Non, parce que peut-être qu'à un moment donné, vous allez être tout seul là-dedans. C'est important de savoir comment vous allez être accompagné. Donc, s'intéresser à savoir s'il y a des gens qui ont la spécialité, qui sont spécialistes, experts dans les technologies avec lesquelles vous allez travailler. Et ça s'applique aussi bien que vous soyez dev que vous soyez ops. Dora, ça parle à quelqu'un? Dora, tiens, parmi ceux qui m'ont levé la main, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, Dora, le premier qui répond, Dora l'exploratrice, je ne bois pas un coup avec lui ce soir. Ceux qui me parlent de Dora, la directive européenne de risque, c'est pas ça. Dora Metrics, ça vous parle? D'accord. C'est une très bonne question à poser en entretien. Bonjour, vous en êtes où dans votre maturité DevOps Dora? Donc, vous n'allez pas faire ça au gars qui vous fait le screening, hein, c'est pas son boulot. Mais quand vous allez travailler avec vos pairs, et les gars qui vont regarder et dire, je sais pas, moi ma fille elle regarde tous les matins, c'est pas l'idée du siècle. Vous savez qu'en termes de maturité DevOps, ça va se poser là. Ça, c'est aussi une façon de challenger les gars avec qui vous allez travailler. Là, je prends l'exemple de Dora, mais vous pouvez avoir d'autres sujets, quoi. Si par exemple ils travaillent sur une stack technologique, demandez-leur à quelle version ils sont. Oui, je fais du Spring Boot 0.3, n'y allez pas. Ça pourrait être avec du Quarkus 0.3 aussi, Julien. L'important aussi là-dedans, c'est de savoir si vos interlocuteurs, ils ont votre niveau d'exigence en termes de ce qui est l'état de l'art. Ça paraît bête, mais vous allez passer des jours et des heures et des jours, des semaines et des mois et des années avec des gens. S'ils n'ont pas la même exigence en termes de travail que vous, n'y allez pas, parce que vous serez malheureux, sans surprise. C'est ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure, sur le fait de se dire ok, c'est cool de pouvoir livrer 3, 4, 5 fois par jour.
Mais pour faire quoi? Dans quel but? Est-ce que vos déploiements ils sont clean? Est-ce que vous êtes content ou est-ce que c'est vos utilisateurs qui trouvent les problèmes en prod, quoi? C'est super de déployer 15 fois par jour, hein. Généralement, quand on a ces indicateurs, c'est qu'on les suit. Un indicateur, c'est un KPI, on le suit. Ça veut dire que normalement, quand un indicateur devient mauvais, on cherche les causes et on les corrige. Vous déployez 3 fois par jour et les 3 déploiements, ils se plantent. Soit vous allez trop vite et on confond le fameux Dorametrix, grosso modo, c'est vitesse versus précipitation. Il y en a 2, c'est sur la vitesse de créer de la valeur, et 2, c'est sur, grosso modo, le temps qu'il faut pour corriger les boulettes. Je vous le fais simplement. Et bien justement, s'il n'y a pas ces si les gens ne savent pas que ces indicateurs existent, ça veut dire qu'ils ne surveillent pas ces comportements-là. Donc ça veut dire que vous allez être quelque part d'une manière ou d'une autre, que vous soyez développeur ou ops, vous allez dans la souffrance parce qu'on ne surveille pas les causes. L'indicateur, il ne veut rien dire, mais par contre, on est censé prendre des trucs. MTTR, par exemple, le temps qu'il vous faut, ça c'est pareil, vous pouvez poser la question, le MTTR, c'est le temps qu'il faut pour revenir à la situation normale après un incident. Si on vous dit, je ne sais pas, on ne l'a jamais mesuré, j'espère que vous ne serez pas en charge de la production, hein, parce que vous allez le mesurer, il y aura du sang et des larmes. Le CFR, c'est le fameux taux d'échec sur une mise en production. Je déploie 10 fois par, on va dire une bêtise, 10 fois par mois, 9 fois sur 10 ça plante. Vous pouvez vous poser la question, pourquoi vous déployez 10 fois par mois en fait? Peut-être juste que vous n'avez pas, enfin, c'est peut-être dogmatique, c'est peut-être une décision dogmatique de dire on va déployer 10 fois par mois ou 10 fois par jour. Si ça ne marche pas, c'est pas la peine, il ne faut pas être dogmatique. Hyper important, parce que si vous discutez le sujet avec les gens, vous allez voir s'ils sont dans le dogme. Et si vous êtes pragmatique et que vous voyez que vous avez en face de vous des gens dogmatiques, n'y allez pas. Les pragmatiques et les dogmatiques, ça s'entend très peu. Et ça va vous permettre de voir les interlocuteurs et les gens, enfin vos alter ego, ceux avec qui vous allez travailler, voir si ça va fitter, vous le voyez hyper. Et on parle d'un indicateur technique, hein. Donc c'est inodore, indolore. Vous êtes en plus, vous parlez d'un sujet qui démontre votre expertise, votre seniorité sur le sujet. Ah, le poste de travail. Qui n'a pas connu le fameux choix du poste de travail? Est-ce que je peux avoir mon poste de travail Mac, Linux ou Windows? Ça peut paraître une galéjade, mais moi j'ai des collègues, si vous les mettez sous Windows, ils pètent un câble. Véritablement. Parce qu'ils ne savent pas travailler autrement qu'avec un environnement Linux. C'est bon à savoir. Si vous avez vraiment envie de travailler sous Linux ou Mac et on dit d'aller sous Windows, n'y allez pas. C'est pas la peine. Vous allez être malheureux. Un autre truc qui est intéressant, et ça mesure la maturité de ce qu'on appelle de l'onboarding. Entre le moment où on me donne mon poste de travail et le moment où je suis opérationnel, il faut combien de temps? S'il vous faut 3 semaines, parce qu'il faut lire les docs, il faut 3 jours pleins de setup, compagnie, posez-vous les questions, quoi. Ça veut dire que grosso modo, si l'outillage de votre poste de travail il est aussi long, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres choses qui ne sont pas aussi bien faites que ça. Ça, c'est votre premier, c'est un peu de la visite de l'appartement témoin. On dit généralement qu'au bout de 3 jours, on a une idée d'entreprise, au bout de 3 mois, on sait si on va rester. Là, vous êtes dans votre phase de 3 jours. Là, déjà, vous allez vous dire, eh non, c'est pas extra, j'ai connu mieux. Vous partez déjà avec un a priori négatif avec votre entreprise, donc posez les questions là-dessus. Si les gars ils vous disent le poste il est installé, il y a 1h30, normalement 10 minutes vous l'avez fait, vous savez qu'ils ont fait ce travail de synthèse et que c'est propre et que c'est outillé. Et d'ailleurs, souvent, moi j'ai connu des boîtes où on vous disait le processus il est là. Si d'ailleurs tu vois que ça ne marche pas, on t'invite à corriger le wiki. Comme ça, tu en fais profiter les copains qui viennent derrière. On dit, ça veut dire que votre première contribution dans l'entreprise, c'est de corriger le process de setup de votre poste. Mine de rien, c'est très bon pour le renforcement positif. Donc c'est le genre de questions à poser dans l'entretien en fait. Le cadre de technique, de travail, le passage de prod à dev ou pré-prod à transparent, des fois c'est un cauchemar. C'est pas un non-événement. On a beau parler de cube ou autre, et d'autres environnements, des fois c'est vraiment compliqué. Quand on vous dit, alors pour la prod, tu vas passer par un VPN, qui va passer par un proxy, sur lequel tu mettras une identification. Par contre, pour l'environnement de dev, tu vas le faire autrement, et que finalement, vous êtes presque obligé de vous trouver avec 3 PC différents, parce que le VPN, à un moment donné, il ne peut pas être là et là. Ça va complexifier énormément votre travail du quotidien. Ça veut dire que la moindre opération, la moindre activité, ça va devenir un cauchemar. Typiquement, si vous voulez regarder, comparer ce qui se passe en prod et en pré-prod. Vous allez finir avec 2, 3, enfin vous allez empiler des PC, c'est bien, ça va être sympa sur une photo. Regarde maman, j'ai plein de PC à la maison, ouais, prod, pré-prod et développement. Elle va dire, c'est bon, mais pourquoi tu en as autant?
Mais bon, vous serez content, vous aurez un poste de travail très riche. Honnêtement, ça peut être l'appelé. Moi, je l'ai connu à un endroit, on avait des proxys rebonds. Moi, quand mes équipes travaillaient dessus, franchement, j'avais envie de tuer le gars qui avait fait ça, quoi. Qui était parti malheureusement. Sinon, je l'aurais tué. Non, plus sérieusement, un truc aussi très bête, est-ce qu'on a une stratégie SSO ? Quand vous avez le SSO, vous êtes identifié, vous passez d'un système à l'autre de manière transparente. C'est bien plus agréable que quand vous avez le login mot de passe pour aller sur Confluence, le login mot de passe pour aller ici. Ça paraît évident aujourd'hui, et croyez-moi, on le voit, c'est pas partout pareil. Ça veut dire que vous allez vous retrouver avec une pile de login mot de passe comme ça. Et généralement, ça veut surtout dire que les politiques de sécurité derrière, elles vont dépendre qu'on appelle ça, de l'hygiène de vie de la personne qui crée et maintient ses logins mot de passe. Si vous avez un login mot de passe unique, vous passez sur l'ensemble des systèmes, généralement, c'est plutôt sûr. Donc ça vous donne un très bon aspect sur les pratiques de sécurité d'entreprise. On passe à l'entretien final ? Eh oui. Allez. J'ai remis mon super journaliste, boss de fin de niveau. Généralement, dans cette dernière phase, vous allez rencontrer un manager, un dirigeant. L'idée, ça va être aussi de pouvoir faire un retour sur le parcours que vous avez eu jusque-là, donc les différents entretiens, avec idéalement même on vous demande du feedback sur comment ça s'est passé. L'idée, ça va être aussi pour vous de vous projeter dans le poste, parce que là, vous avez déjà eu un entretien technique, vous avez des idées sur comment ça va se passer opérationnellement et quels vont être vos premiers jours et surtout les collègues potentiels avec lesquels vous allez être amené à travailler. Derrière, vous allez avoir aussi un peu de paperasse, d'administratif, tout ça. Mais bon, là, ce qui va nous intéresser aussi, c'est à ce moment, vous allez avoir un autre interlocuteur. Les questions que vous avez posées avant, vous avez le droit de les poser à différents interlocuteurs. Non pas par défiance sur le fait que les gens vous aient menti, mais parce que le prisme vous allez avoir en posant des questions à différentes personnes, il va être différent. Et donc vous allez peut-être avoir des réponses qui vont être complémentaires. Et c'est justement l'occasion de pouvoir échanger avec quelqu'un qui porte des vestes. L'onboarding, ça c'est essentiel de mon point de vue. C'est-à-dire qu'au même titre qu'on l'évoquait sur la partie matérielle tout à l'heure avec Henri, c'est qu'est-ce qui va se passer ma première semaine ? Qu'est-ce qui va se passer mon premier mois ? Qu'est-ce qui va se passer pendant ma période d'essai ? Est-ce qu'il y a déjà des critères qui sont clairs, qui vont me permettre de savoir si je vais être en capacité de valider, de prolonger ? Pour quelles raisons ? Et c'est ça qui va être aussi hyper intéressant. Est-ce que je peux faire un rapport d'étonnement ? Est-ce que c'est déjà prévu ? Est-ce que vous le demandez et à quelle échéance ? C'est un très bon moyen aussi de savoir comment ça va se passer en termes de culture du feedback. S'il y a déjà des choses qui sont mises en place et qui vous incitent à donner des retours, généralement c'est qu'on va peut-être les prendre en considération. Si par contre c'est des choses qui n'existent pas, je vous invite très fortement à le proposer. Parce que mine de rien, c'est cool qu'on entende votre voix. Nouvel arrivant, ça veut dire plein d'étonnements, ça veut dire plein de nouvelles choses, basées aussi sur ce que vous avez vécu dans le passé. Et c'est cool de pouvoir se poser la question de pourquoi c'est différent, et il y a peut-être des choses qui sont mieux, peut-être des choses qui sont moins bien. Ça peut être cool de pouvoir améliorer les choses. Quand on va faire votre onboarding, généralement vous allez avoir 1-2 jours d'onboarding, rencontrer les différentes personnes avec lesquelles vous allez être amené à travailler. Justement, cette structuration de votre onboarding, est-ce que c'est plutôt du côté à l'arrache ou plutôt militaire ? Selon vos besoins, vos envies, les personnes qu'on vous présentera, ça peut être intéressant de se positionner aussi là-dessus. Un gros red flag, c'est que si personne ne peut vous expliquer, et surtout à ce stade de la compète, même si c'est quelqu'un qui est avec une veste et donc très très haut dans la hiérarchie, et qu'il n'est pas capable de vous expliquer opérationnellement comment va se passer votre onboarding, c'est peut-être qu'il est un peu déconnecté de la réalité. C'est des indices. Ça peut être intéressant. La rémunération. Je vous ai dit tout à l'heure, moi c'est quelque chose que j'aime bien que les gens abordent dès le démarrage, et en tout cas je demande au chargé de recrutement de pouvoir l'évoquer dès le démarrage, mais pour le coup, est-ce que dans l'organisation, il y a des grilles qui correspondent à des niveaux, qui correspondent à des compétences, à de l'expérience ? Comment est-ce que justement je vais être réévalué au fur et à mesure des années ?
Ça, c'est des choses qui sont importantes aussi de savoir quand même en termes de gestion de carrière et de votre rémunération. Selon les moments de votre vie, vous allez avoir des besoins qui sont différents. Question con, hein. Est-ce que l'année dernière, l'entreprise a eu une politique de réévaluation salariale? Ça peut arriver que non, mais ça s'explique. Ça peut arriver que oui. Et donc, dans quelle mesure? Est-ce que c'est que ceux qui portent des vestes qui en ont profité? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des primes individuelles? Est-ce qu'il y a des primes collectives? Dans certains contextes, vous allez avoir, je sais pas, des équipes commerciales, vous allez avoir des équipes marketing, autres, qui vont être des fonctions support, qui vont peut-être avoir des modèles de rémunération qui vont être différents. C'est cool de pouvoir en parler et ça vous permet aussi de voir le niveau de transparence sur un sujet qui, en France, mine de rien, la rémunération n'est pas forcément hyper facile à aborder. Un point qui est, de mon point de vue, quelque chose qui nécessite de la vigilance, hein, c'est si pour votre expérience et votre seniorité, le niveau de rémunération initiale est trop bas, parce que vous avez fait vos devoirs et que vous avez benchmarké et que vous passez d'autres entretiens à côté, soit vous êtes capable de comprendre les raisons et il y a peut-être d'autres avantages que vous allez avoir dans cette entreprise, mais dans tous les cas, vous avez le droit aussi de parler de ce que vous avez pu benchmarker, de ce qu'on vous propose à côté. Ça permettra aussi de voir l'envie que l'entreprise a de travailler avec vous. C'est intéressant. En termes de gestion de carrière, on va se dire, ok, je vais prendre un poste là aujourd'hui, est-ce que ma gestion de carrière, est-ce que je peux être proactif dans ma gestion de carrière? Est-ce que c'est mon manager qui gère les choses? Est-ce que c'est une équipe RH qui ne connaît pas les métiers que je vais avoir, qui va évaluer mes compétences et qui va me rentrer dans une grille? Si je coche pas les cases, de toute façon, je pourrais pas évoluer. Et là encore, c'est des questions qui sont hyper intéressantes. Faut vous les poser. Parce que mine de rien, si vous entrez dans une société et que vous ne vous projetez pas, même ne serait-ce qu'à moyen terme, mettons sur du 3-5 ans, et que vous n'êtes pas capable de vous donner de la visibilité sur comment est-ce que votre rôle, comment est-ce que vos responsabilités vont évoluer, là encore, il y a peut-être un truc qui pue, quoi. Un framework. Par exemple, je ne vais pas faire de l'autopromo, mais bon, ça c'est un autre débat. J'en parlerai avec ceux qui veulent boire des coups avec moi ce soir et pas avec toi. Structure managériale, un sujet qui m'intéresse aussi bien évidemment. Est-ce que mon management va être de proximité? En gros, combien de personnes a mon manager, mon N+1? Est-ce qu'il a 4 personnes? Est-ce qu'il a 15 personnes? Est-ce qu'il a 50 personnes? Est-ce qu'il est capable de faire des one-to-one réguliers, formels avec moi? Que vont contenir ces one-to-one réguliers avec mon manager? Est-ce qu'on a des entretiens semestriels? Est-ce qu'on a des entretiens annuels? Dans quelle mesure ces critères et ma projection est suivie? Est-ce que c'est mon manager qui le fait? Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous intéresser à ce qui se passe au-dessus. Est-ce que le manager de mon manager a les mêmes règles, lui aussi? Est-ce que c'est quelqu'un qui est à la fois manager et opérationnel, qui de fait comprendra peut-être un peu plus mon métier? Ou est-ce que c'est juste un manager dont le job est d'être manager? Et là, ça pourrait lancer des heures de discussion sur le sujet. Un exemple typique, c'est de la validation de congés. C'est quoi mon niveau d'autonomie sur mes congés? Est-ce qu'il faut que je demande la permission? Ou est-ce qu'il faut que je demande pardon? Est-ce qu'il faut que je demande à mon manager en amont? Est-ce que c'est les RH qui gèrent mes congés? Est-ce qu'il faut que je vois avec les équipes projets avec lesquelles je travaille pour pouvoir prendre des congés? C'est quoi ma latitude? C'est quoi mon autonomie? C'est quoi le niveau de responsabilisation et de délégation que j'ai sur la pose de mes congés? C'est quoi l'outil qui me permet de le faire? Ça encore, c'est un bon moyen de voir comment fonctionnent les process internes. La pose de congé, ça peut être un peu touchy. Dans certains contextes, j'ai vu des choses qu'on a fait évoluer. Vous avez un petit disclaimer sur ce dernier point. Abordez-le avec tact. Si dans votre processus de recrutement, vous commencez déjà à parler d'offboarding de manière un peu frontale, ça peut un peu chatouiller. Néanmoins, au même titre que l'onboarding est quelque chose d'important, le processus d'offboarding l'est tout autant. Parce que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que vous connaissez les raisons pour lesquelles les personnes partent? Est-ce qu'il y a des entretiens formels pour le faire? Est-ce qu'on apprend? Est-ce que c'est parce que c'est des personnes qui se sentent pas bien parce qu'elles ont un manager toxique et de fait on fait rien parce que ce manager est toujours en place? Situation totalement sortie de ma tête de manière arbitraire.
C'est des choses qui sont importantes. Est-ce qu'on prend en considération ces éléments-là? Est-ce qu'il y a un processus? Est-ce que c'est quelque chose qui est anticipé? Un truc con, hein. Si vous êtes dans une démarche d'amélioration continue, vous êtes bienveillant et tout ça, parce que c'est ce qu'on vous a vendu pendant tout le process, et que vous demandez c'est quoi la dernière action concrète qui a été prise, mise en place au regard des entretiens que vous faites et qu'on n'est pas capable de vous répondre, c'est peut-être qu'il n'y a pas eu forcément d'actions qui ont été prises dernièrement, quoi. On n'est pas forcément dans une entreprise apprenante. Ça permet de se poser des questions. Take away. Take away? Allez, take away. Allez. Si vous n'êtes pas rassasié, donc on a un récapitulatif, donc on avait fait un gros miro avec des flèches, là vous avez une version à plat, vous verrez un beau miro avec les flèches, les questions et des points d'interrogation, donc c'est assez interactif, vous pourrez vous prenez dedans. N'hésitez pas, nous on adore la contribution, donc si vous avez des retours, n'hésitez pas, on les rajoutera avec plaisir, parce qu'on a une perspective assez... Je pense qu'on peut avoir une perspective assez large en termes de mission et carrière, parce que tous les deux, on l'a rempli. Et Dieu sait qu'on n'a pas fait du tout les mêmes choses dans nos carrières. Mais peut-être que vous aurez d'autres perspectives, donc on les prend avec plaisir. Et le but, c'est que le document il soit vivant et collaboratif. On a mis des retours de personnes du talk de DevOps. Merci. Merci beaucoup. Ça te va vachement bien le casque. Ouais, c'est vrai. Pour aller, On a un peu de temps pour des questions à savoir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Questions, remarques, Il y a des bien questions évidemment. dans la salle. CV aussi, je prends. Enfin bon, on peut en discuter. Excuse-moi. et tu les prends pas là-bas? Si je les prendrai après. Bonjour et merci Oui. pour la présentation. Plaisir. J'ai bien compris tout le principe. J'ai mis juste un bémol sur le fait de poser des questions en tant que candidat, je parle. Le principe initial est quand même de se faire embaucher. Je comprends aussi qu'il y a la notion de savoir où on met les pieds. J'imagine mal en posant toutes ces questions, ou au moins une partie de ces questions, que le recruteur ne se sente pas mal à l'aise ou n'ait pas forcément la réponse à ces questions. Est-ce que la situation préconisée ne serait pas de ne pas le faire le jour de l'entretien, mais plutôt d'envoyer un mail avec l'ensemble des questions par la suite? Je commence parce que pour le coup, il y a des trucs cool. J'aime beaucoup cette question, merci beaucoup. Le fait de pouvoir avoir une interaction synchrone avec quelqu'un, c'est mieux qu'en asynchrone. Ça, c'est le premier point. Que la personne se sente mal à l'aise, je pense que c'est plutôt dans la manière que tu vas avoir de poser les questions et de raconter l'histoire. Je pense que c'est vraiment une bonne pratique que de poser des questions. Typiquement, je te disais, moi je fais beaucoup d'entretiens finaux. Donc je suis le mec avec une veste mais qui n'en a pas. Quand je demande à chacun des candidats s'ils ont des questions, je le pense sincèrement, genre est-ce que vraiment tu as des questions? Le delta entre les personnes qui me disent non et le delta entre les personnes qui me ressortent leur petit cahier en me disant tiens sur le processus d'entretien j'ai noté ça, je te laisse imaginer que l'interaction elle est tout à fait différente. En termes d'intérêt, je suis très heureux que les gens me posent des questions. Je trouve que ça donne vraiment ça matérialise l'intérêt de la personne aussi pour le sujet, pour le poste et pour l'entreprise. Et bien sûr, c'est pour ça que je dis qu'il y a des moments où il faut y aller avec tact. C'est peut-être aussi un bon point à prendre en considération. Si les recruteurs veulent pas de tes questions, c'est que en termes de libération de la parole, tout ça, tu risques peut-être d'avoir d'autres sujets un peu plus tard aussi, quoi. Culture d'entreprise là-dessus. Si je peux rebondir. Ouais, bien sûr. De la part d'un mec en costume qui n'a pas de veste et qui n'est pas non plus un mec. Du coup, une recruteuse. Les questions sont toujours bienvenues. À vrai dire, c'est là qu'en fait se joue l'entretien, puisqu'on cherche, je suppose, à recruter un humain et pas juste des compétences techniques. Donc posez toutes vos questions aux recruteurs et ça fera un échange humain. Donc ça nous permettra d'autant plus de savoir qui vous êtes et qui on embauche. Trop bien, je t'ai enfin vu au fond et je suis tout à fait d'accord avec toi. Gros plus 1. Je comprends la question, elle est hyper délicate. Et c'est vrai que nous, on avait fait le replay au sein de Wiskel, et notamment celle où on a dit attention, faites-le avec des tacts. Je peux vous dire que ça a posé le plus de questions parmi nos collègues. Et ils disaient, moi je comprends pas, poser la question de l'exit interview. Et moi je me suis arrêté, je leur ai dit, écoutez, qui dans la salle est parti
d'une entreprise parce qu'il avait un manager toxique. 1/3 de la salle a levé la main. J'ai dit donc aux 2/3, si vous ne comprenez pas pourquoi il faut poser ces questions-là, je vous invite à aller parler aux 1/3 qui ont levé la main. Si malheureusement il y a un manager toxique et rien qui est fait, il y a 15 personnes qui sont passées avant vous, vous serez probablement la 16e. Alors c'est pas facile à dire, mais dire de manière, on peut le dire de manière agréable, dites au fait pour les entretiens si vous avez des entretiens de départ, vous faites des exit interviews, si le gars il vous dit non, vous arrêtez, c'est pas la peine. Mais et regardez qui va vous répondre. Vous voyez qu'il est gêné, ou s'il vous dit ouais on fait des exit interviews, en plus on a un truc de feedback et puis on a une démarche d'amélioration continue, il a joué le jeu. Je dis pas qu'il le fait, mais en tout cas il aura joué le jeu. Juste une petite remarque. Alors d'abord, super. Et puis bon, Henri, tu me connais, je me suis retrouvé dans plein de trucs. Il y a un autre test aussi qui peut être intéressant. Il y a pas mal de boîtes qui recrutent, qui ont besoin d'informaticiens. Et souvent sur leur site, ils expliquent comment ils recrutent. Et ils disent, après l'entretien, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou un formulaire pour ça, pour nous dire ce que vous en pensez, si vous avez des questions supplémentaires, ce que vous attendez. Et c'est un bon test de le faire. Parce que souvent, en fait, vous n'aurez jamais de réponse. Mais du coup, ça vous donne un autre red flag. J'aime beaucoup. Ouais. Voilà. Et J'aime puis vous beaucoup. pouvez même relancer en disant je suis surpris. Quelle ne fut pas ma surprise de ne pas avoir de réponse. Voilà. J'aime beaucoup. C'est un côté joueur. Ah non, j'aime bien. Mais moi, je suis un peu joueur aussi. On arrive à la fin du temps. S'il y a une dernière question, on peut la prendre. Et s'il n'y a pas de dernière question, Merci beaucoup. merci. Merci.